Bonsoir à tous et bienvenue dans les Alpes. Voici les titres de votre journal régional. C'est le plus grand chantier du genre dans les Alpes. En Haute-Savoie, la première pierre du futur club Med de Samoin a été posée aujourd'hui. Un investissement de 95 millions d'euros pour un village vacances qui ouvrira l'année prochaine. Elle a cru sa dernière heure arrivée. Il y a 2 semaines, une randonneuse a été très violemment attaquée par 2 chiens censés protéger les troupeaux à Chichiliane, en Isère. Elle a aujourd'hui accepté de témoigner. La défense du patrimoine de père en fils, découverte dans ce journal du château d'Avully à Brantôme, en Haute-Savoie. Un édifice médiéval remarquable, restauré et choyé par la famille Guyon depuis près de 50 ans. À 19h30, à la une de l'édition nationale présentée par Carole Gessler, ce sera la démission d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie a décidé de quitter ses fonctions aujourd'hui. Il devrait se consacrer à son mouvement politique En Marche. Et puis, le groupe Lactalis a craqué sous la pression des producteurs laitiers. Les 2 parties sont arrivées à un accord aujourd'hui. Le groupe agro-industriel a finalement accepté d'augmenter ses prix d'achat. Et on en parlait à l'instant, un accord a finalement été trouvé entre les producteurs laitiers et le groupe Lactalis. Pourtant, les agriculteurs isérois ne décolèrent pas. Ils subissent depuis 18 mois la crise du secteur laitier. Dans le département, 1/3 des exploitations seraient en grande difficulté. Jordan Guéant et Gilles Ragry. Donc vous prenez comme ça et vous posez devant le nez de la vache, d'accord ? Et vous observez comment elle mange. Thierry Blanchet garde la foi, une prouesse pour ce producteur laitier. En quelques années, faute de rentabilité, son troupeau est passé de 40 à 30 vaches. Un triste signal. Il y a l'amour du métier et à un moment donné, il y a la raison. Et là, c'est difficile et la raison va l'emporter sur l'amour parce que c'est difficile. Alors l'agriculteur s'est diversifié. Production d'électricité, ateliers pédagogiques, gîtes ruraux et même camping à la ferme. Plus qu'un choix, une nécessité. C'est une vraie diversification. Ça représente maintenant presque plus de 50% de mon revenu. Donc j'investis plus dans le tourisme que dans le lait actuellement, oui. Mais en Isère, tous ne peuvent pas suivre ce chemin salvateur. En cause des dettes trop importantes et des rentrées d'argent pas suffisantes. Dans le nord du département, certains ont donc mis leurs troupeaux en vente. C'est-à-dire que la ferme laitière de l'Isère est en train de se réduire. Ça veut dire que la production laitière de l'Isère, le tissu de production laitière dans l'Isère est en train de se fondre. Donc ça, on n'en veut pas. Les jeunes et moins jeunes qui ont préparé l'avenir, qui croyaient en la production, sont après tout vendre pour pouvoir sortir du métier. Et suite à ça, on ne trouvera aucun jeune qui soit capable de reprendre des exploitations aujourd'hui laitières. En Isère, 1/3 des fermes laitières est en très grande difficulté. L'avenir de toute la filière est ici menacé. Et face au prix d'achat très bas pratiqué par l'industrie agroalimentaire, certains producteurs laitiers diversifient leurs activités pour améliorer leurs revenus. Exemple à Paladru, en Isère, avec une petite exploitation qui s'est lancée dans la fabrication de glace. Xavier Schmitt et Didier Alban. Le lait de la ferme. Franck Terrier l'utilise comme ingrédient de base de ses crèmes glacées. Tous les autres produits sont frais ou naturels. La crème, les œufs, les fruits et autres parfums. Pas d'arômes chimiques ni de colorants. Et contrairement aux glaces industrielles, les siennes ne sont pas enrichies artificiellement. C'est des glaces où il y a très peu d'air et c'est de l'air qui est incorporé mécaniquement, c'est pas de l'air injecté. Donc les glaces font entre 700 et 900 grammes suivant le parfum. Franck Terrier et son frère sont producteurs de lait dans une exploitation familiale. Une quarantaine de vaches pour 250 000 litres de lait par an. Ils se sont lancés dans la fabrication de glace cette année. Ils en attendent un complément de revenus alors que les prix du lait sont de moins en moins rémunérateurs. Malheureusement, les crises laitières, ça revient tous les 2-3 ans. Là, ça fait presque 2 ans de suite quand même qu'on souffre. Malheureusement, on ne se fait plus d'illusions, quoi. On est optimiste parce qu'on est jeune et on a encore la niaque, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Leurs glaces artisanales ont un double atout, le terroir et le tourisme. Bonjour monsieur. La vente est assurée dans les campings comme ici, mais aussi dans les restaurants du lac de Paladru. Cette seconde activité représente moins de 1% de leur production de lait. Mais ce lait est bien valorisé. C'est un produit qu'on trouve encore rarement dans les exploitations, donc c'était un peu une façon d'innover.
9 parfums pour cette première saison. Les deux frères se donnent du temps pour développer leur nouvelle production qu'ils ont baptisée Divine Glacée, du nom d'une de leurs vaches. Au chapitre fait divers, un incendie s'est déclaré vers 4 h ce matin dans un foyer d'hébergement de Marnat, en Haute-Savoie. Les pompiers ont dû extraire du bâtiment 7 personnes piégées par les flammes. En tout, plus d'une centaine d'habitants ont été évacués. 4 d'entre eux ont dû être hospitalisés et 36 ont été relogés. Et puis un hélicoptère s'est crashé aujourd'hui en Suisse, près de la frontière à proximité du barrage d'Émosson, dans les environs de Chamonix. Une pale de l'appareil aurait heurté une paroi. L'engin a ensuite fait une chute de 10 mètres. Fort heureusement, ses occupants s'en sont sortis indemnes. Et on reparle encore des chiens de protection destinés à protéger les troupeaux du loup. Ces animaux peuvent parfois se montrer agressifs envers les randonneurs. Une Iséroise en a fait la très mauvaise expérience à Chichiliane, dans le Vercors, il y a 2 semaines. Sévèrement blessée, elle a accepté aujourd'hui de témoigner. Attention, certaines images peuvent être impressionnantes. Damien Borelli et Dominique Bourget. La démarche est encore hésitante. Les bras couverts de pansements témoignent de ses blessures. Si Nadine Desmoulins a décidé de se confier, c'est d'abord pour évacuer ce cauchemar qui la hante depuis le 13 août dernier. Partie en randonnée à Chichiliane, village du Trièves où ses parents sont installés, cette quinquagénaire s'est retrouvée nez à nez avec 2 chiens de berger, un matin espagnol et un beauceron. Les 2 molosses l'ont d'abord encerclé, puis attaqué sans raison apparente. Ils m'ont fait tomber, j'étais au sol, donc je me souviens que j'étais sur le dos et ils m'attaquaient les cuisses. En fait, les cuisses, donc derrière le genou, se sont acharnés derrière mes cuisses, devant, enfin surtout sur les jambes. Je sais que j'ai même essayé d'attraper la chaîne du chien pour me défendre, pour le frapper, mais bon, ça c'était impossible. Ils sont d'une telle rapidité. Les photos prises par la sœur de Nadine, médecin, témoignent de l'acharnement des 2 chiens. Leurs crocs ont arraché des lambeaux de chair sur plusieurs parties du corps, nécessitant une centaine de points de suture. Heureusement, Nadine a eu le réflexe de se blottir et de se protéger le visage avant de réussir à s'enfuir. J'en ai une aussi, bon c'est mieux. J'ai eu peur de mourir, bien sûr, parce que je me rendais compte, je me suis rendu compte rapidement, bien sûr, que j'avais de la puissance et des chiens, et voilà, qu'un chien peut vous tuer, tout simplement. Là. À Chichiliane, où les éleveurs sont à cran après plusieurs attaques de meutes de loups sur leurs troupeaux cet été, le maire avait placardé le matin même de l'agression de Nadine une affichette avertissant les randonneurs de la présence de chiens de berger. Pour moi, c'est pas possible, c'est inadmissible d'avoir des chiens qui s'en prennent aux humains de cette façon-là, quoi. Parce que là, c'est plus des chiens, c'est des bêtes sauvages, je sais pas. Si Nadine Desmoulins a porté plainte, elle n'éprouve pas de haine envers le propriétaire des chiens. Quant aux 2 canidés, ils devront être euthanasiés. Et toujours dans le Vercors, mais avec le loup qui a sévi cette fois-ci. Et cette fois-ci, il s'est attaqué à une vache. Un agriculteur a découvert sa bête partiellement dévorée vendredi matin à Autran, en Isère. La génisse âgée de 9 mois a dû être euthanasiée. C'est une bonne idée qui nous vient de nos voisins drômois pour lutter contre l'ambroisie. La ville de Montélimar a recours à des brebis, un moyen efficace, écologique et économique pour éviter la prolifération de cette plante très allergène. Hugo Chaplon et Stéphane Yvon. Sur les berges du Roubion, en plein centre de Montélimar, impossible de trouver la moindre trace d'ambroisie. Pourtant très invasive, la plante a subi le passage de 150 brebis. Elles s'en sont nourries depuis le mois d'avril et évitent ainsi la prolifération de ce végétal au pollen particulièrement allergène. L'ambroisie, on ne peut pas l'éradiquer parce que les graines sont dans le sol, donc elles peuvent tenir 10 ans dans le sol. Donc on ne sait pas les quantités de graines qu'il y a dans le sol. La seule chose qu'il y a, c'est que les animaux broutent l'herbe, donc la densité de l'herbe augmente. Du coup, l'ambroisie n'aime pas du tout la concurrence et donc du coup, l'ambroisie ne ressort pas. Résultat, la plante ne représente plus que 5 à 10% des végétaux qui composent la flore des berges. Une méthode plus efficace mais aussi moins coûteuse qu'une campagne d'arrachage. Là, le budget qu'on consacre sur toute la saison pour cette opération-là est de 15 000 €. Bout à bout, jusqu'alors, c'était de l'ordre plutôt de 100 000 €. Donc oui, à la sortie, en plus
En plus de l'action aussi écologique et bienfaisante, on fait une action purement économique. Économique, mais aussi rassurant pour l'éleveur qui a mis à disposition son cheptel. En centre-ville, ces 150 bêtes sont paradoxalement plus en sécurité qu'en estive. Pour moi, c'est une évidence parce que je suis à 10 km de Montélimar. Il y a de la matière verte. Donc je trouve que c'est beaucoup plus judicieux d'être à 10 km et de mettre son troupeau à côté de chez soi plutôt que de le monter en montagne où éventuellement il y aura de gros soucis avec le loup, ce qui n'est pas le cas encore ici. La mission des brebis anti-ambroisie s'achève en fin de semaine. D'ores et déjà, une 6e campagne est prévue pour l'année 2017. Et on reste dans l'écologie, dans le Trièves, au pied du Vercors. Le centre Terre Vivante propose de nombreuses formations pour cultiver dans le respect de l'environnement. Les stagiaires apprennent à prendre soin du sol et des plantes sans produits chimiques, des gestes vertueux qu'ils pourront reproduire chez eux. Denis Sébastien et Jean-Pierre Rivalin. Au pied du Vercors, à 800 mètres d'altitude. Le climat est rude et pourtant ici on veut montrer qu'une autre façon de cultiver est possible. En quelques heures ou sur plusieurs jours, on vient donc s'initier au jardinage biologique. Il y a un peu plus de 20 ans, une dizaine de passionnés a créé ici le centre Terre Vivante, un lieu où l'on apprend à faire pousser des fleurs, des légumes au plus près de la nature, sans aucun produit chimique. Visite guidée et conseils, en commençant par le sol, il faut l'aérer sans le retourner et l'enrichir avec son compost. Il y a plusieurs sortes de vers de terre, hein. Les vers du compost, c'est eux, les Eisenia. Dans ce modèle-là, les seuls travailleurs, c'est eux. Et par contre, là, vous pouvez mettre que de la matière azotée, de la matière verte. Vous mettez vos épluchures de la maison. Et vous voyez, au bout, il y a un petit robinet. Donc, on récupère du jus et vous arrosez vos plantes d'intérieur avec ça et elles vont être magnifiques. Un jardin qui grouille, plein de vie, où chaque habitant a sa place et son rôle. Je vous montre le crapaud sonneur à ventre jaune. Ah oui, c'est Et c'est un petit crapaud plein d'amour parce que dans ses yeux, il y a des petits cœurs jaunes aussi. Vous verrez que ça a certains avantages au jardin également. Parce que par exemple, ce petit crapaud sonneur, la nuit, il va se balader dans les jardins et puis en chemin, il peut manger quelques petites limaces et quelques petits escargots. Pour entretenir, cultiver, soigner, 2 jardiniers parmi lesquels Pascal Aspe. Au milieu des fleurs et du potager, il compose avec les espèces en chef d'orchestre discret. Le plus important pour un jardin, ça va être d'accueillir la nature dans le jardin et de la respecter. C'est pour ça que nous, dans nos jardins, on met beaucoup de fleurs, on met beaucoup de mares, beaucoup de haies pour créer ce qu'on appelle l'écosystème jardin et vraiment accueillir le maximum de biodiversité. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, le centre propose des stages. Jardinage, aménagement des espaces ou même apiculture. En 3 jours et pour environ 200 €, ces élèves studieux apprennent les rudiments pour installer une ruche dans leur jardin. Alors, un petit peu de fumée dessous à l'intérieur, parce qu'il faut toujours un petit peu de fumée quand on approche de la ruche. Le fait de leur donner un peu de fumée, c'est bon, ça va, ça avertit un peu les abeilles qu'on va venir. Donc en général là-dedans, l'essaim est dessous, et en dessus, c'est la partie où on peut récolter le miel. Et c'est seulement la partie que vous récoltez. Chaque année, ils sont plusieurs milliers de visiteurs à se rendre dans cette région du Trièves pour profiter de l'expérience de Terre Vivante et s'en inspirer de retour chez eux. En Haute-Savoie, c'était une journée particulière pour la station de Samoin. Aujourd'hui, la première pierre du futur Club Med Samoin Grand Massif a été posée. 95 millions d'euros vont être investis pour la construction du futur village vacances. Dans sa catégorie, c'est le plus grand chantier en cours dans les Alpes. Serge Vorette et Franck Serroni. Le premier pari de ce chantier était d'être hors d'eau et hors d'air avant cet hiver. Un tour de force en passe d'être réalisé et qui ravit, on imagine bien, le maire de Samoin, Jean-Jacques Grandcolo, qui mise beaucoup sur les apports du club dès l'hiver 2017-2018. On est sur des 600 à 700 emplois, avec pas mal d'emplois induits. En même temps, il y a toute une économie qui va tourner, parce que contrairement à ce que les gens pensent, les gens ne restent pas dans le club, surtout à ce niveau-là. Ils ont envie de vivre le village, ils ont envie d'aller dans ce village, ils ont envie de découvrir les restaurants, etc. Et donc l'économie fonctionne aussi dans la vallée grâce aux gens du club.
Même discours du côté du Club Med qui voit la construction de ce village comme une évidence. La station fait partie du 4e massif alpin français et bénéficie surtout d'un aéroport international tout proche, celui de Genève, à moins d'1 heure. La stratégie du club repose en outre sur une clientèle haut de gamme, étrangère à 60%, asiatique, sud-américaine, et qui tente à permettre aux Alpes de rester au centre de la planète ski. Quand quelqu'un aura appris à skier dans les stations de Chine, du Japon, de Corée, qui sont belles mais qui n'ont pas ni cette taille, ni cette majesté, ils viendront tout naturellement dans les Alpes. Simplement, il faut, pour pouvoir les recevoir, des équipements qui soient des équipements de très grande qualité, adaptés pour eux, avec, je dirais, une modernité très importante. Un pari là encore en passe d'être gagné puisque les projets se multiplient dans les Alpes, bientôt les arcs 1650, Avoria, Tignes et des discussions en cours avec Saint-Gervais. Bref, le club semble cultiver avec autant de talent sa clientèle haut de gamme que les stations alpines. Et toujours à propos de tourisme, la compagnie Ryanair va prendre ses quartiers d'hiver à l'aéroport de Grenoble-Saint-Jouard. La compagnie annonce un vol par semaine entre Grenoble et Bruxelles. La première liaison aura lieu le 17 décembre. Toutes les informations sont à découvrir sur notre site internet alpes.france3.fr. C'est un mode de transport en commun qui commence à se faire une place dans les centres-villes. Le vélobule est le triporteur du 21e siècle. Considéré jusqu'à aujourd'hui comme une curiosité ou un gadget, il commence à s'imposer pour des courts trajets en zone piétonne. Exemple à Chambéry avec Maxence Regnault et Frédéric Pasquette. Voilà la nouveauté de la rentrée à Chambéry. Un vélo à 3 roues pour vous emmener où vous voulez. Alors, impression ? Je pourrais vous donner mes impressions, mais quand j'aurai fini, parce que c'est la première fois. Première fois car ce nouveau service, Vélobule, a fait ses premiers tours de roue hier. Alors forcément, l'engin attire et le concept suscite la curiosité. Par exemple, vous êtes à la gare, je passe devant la gare, vous me faites un signe et je vous emmène à Carré-Curiel si vous voulez. D'aller d'un bout à l'autre de la ville quand on est chargé ou handicapé, tant qu'on peut marcher, il faut le faire, mais je trouve que c'est bien. À l'instar des bus, les 4 vélobules sillonnent le centre-ville de Chambéry sur un tracé prédéfini. Mais pour eux, pas de feu, pas de détour. Avec un petit mètre de largeur, aucune rue ne résiste aux vélobules. Le circuit défini à Chambéry fait 3 km. Hier, j'ai calculé, j'ai dû faire entre 45 et 50 km. Donc ça fait quoi. Je prépare le Tour de France. Et l'entraînement devrait durer car ce service offre une liberté aux voyageurs. Avec le système de réservation, la course peut se faire non plus sur le tracé, mais partout dans la ville. Hakim, si vous pouvez noter, on a eu une réservation pour un transport à la demande à midi moins quart. Il faudrait que vous soyez place du Château. Ce qu'on avait comme exemple en France, c'est beaucoup des personnes qui sont en auto-entrepreneurs et qui montent leur affaire en vélo, en triporteur électrique. Nous, l'idée, c'est vraiment de l'intégrer dans l'offre de transport. C'est-à-dire que la communication est portée par Chambéry Métropole, c'est un service de l'agglomération. Comme il y a le stack et comme il y a la vélostation, il y a maintenant Vélobule sur le territoire. Affiliés au service de transport, les tarifs vont de 0 à 2 € selon l'âge et l'abonnement. Une autre bonne raison de monter à bord. Donc finalement, Vélobule, on en pense quoi? C'est très agréable, je vois que les personnes sont très intriguées et je pense que ça peut être vraiment un moyen alternatif de déplacement. Il ne reste plus qu'à confirmer les bons débuts. Hier, pour la première journée, ils ont été plus de 20 à se déplacer sur 3 roues. C'est la classe sans le tableau noir. L'école ouverte accueille les élèves pendant les vacances scolaires ou les mercredis. Au collège de Samivelle de Bonneville, en Haute-Savoie, on fait des maths et des sciences naturelles, mais pendant des randonnées en montagne. Céline Aubert-Aigré et Yves Mariglot. Le fruit, vous écrasez le fruit de la myrtille. Quand on l'écrase, il est franchement violet. Vous vérifierez. Le fruit de l'érel des marais, il est blanchâtre. Elles se ressemblent à s'y méprendre. La myrtille et l'érel des marais, deux plantes des montagnes. L'une est savoureuse, l'autre beaucoup moins. Déjà, ça apprend si c'est comestible ou pas, si on peut les manger. Et c'est intéressant parce que moi, j'adore la science. Leçon de choses, sciences naturelles ou SVT, appelez-la comme vous voulez. Cette matière, les jeunes élèves l'étudieront dès la rentrée. Dans 2 jours, ils entreront en 6e dans ce collège. Mais cela fait déjà une semaine qu'ils y sont. L'école avant l'école, c'est le principe de l'école ouverte. Au collège Samivelle, c'est aussi une classe en pleine nature, des balades en montagne qui permettent de travailler sur la notion de groupe et le respect des règles. Bon, j'ai eu un peu de mal avec la randonnée, mais après c'était bien.
On a vu des belles choses, des choses qu'on voit pas tout le temps. 11 ans que le collège Samivelle propose l'école ouverte aux élèves de la vallée, des CM1, des CM2 et des sessions pendant le collège. Si le taux de réussite au brevet est encore bas, les conseils de discipline diminuent et le décrochage scolaire est quasi inexistant dans cet établissement. On utilise un support autre que le support scolaire pour arriver aux mêmes objectifs. Mais les objectifs sont quand même des objectifs de faire en sorte que leur scolarité au collège de 4 ans se passe le mieux possible. Ces sessions sont aussi l'occasion de se familiariser avec les lieux. Jeudi, c'est l'entrée au collège, un monde nouveau, excitant, parfois effrayant pour eux. Au début, je me disais que c'était hyper grand, que je n'allais pas me retrouver, mais en fait, au bout d'un moment, on trouve ça assez facile pour trouver les classes et tout. Donc t'as hâte? Ouais, j'ai super hâte. Et pour finir, on s'intéresse à l'histoire du château d'Avully, situé à Brantôme, près de Thonon en Haute-Savoie. Cet édifice médiéval en ruine avait été racheté il y a 46 ans par un homme qui l'a reconstruit. Après cet énorme chantier, il a transmis sa passion à ses enfants, les actuels propriétaires. Isabelle Colbrand, Jean-Pierre Rivet. L'œuvre d'une vie, l'histoire d'une passion, celle d'un homme pour un château en ruine. Mon père a racheté ce château en ruine complète en 1971 et le restaure depuis. Donc c'est un château qui est passé de main en main plusieurs fois. Et la dernière fois, il était occupé par des fermiers qui n'étaient pas propriétaires et qui, ne le entretenant pas, l'ont laissé tomber en ruine. Ce château, actuellement, dans son architecture, est estimé entre le XIVe et le XVIe siècle. Mais en fait, il est beaucoup plus ancien. On pense qu'il était construit sur une villa gallo-romaine, puisqu'il est situé en plaine, et il devait certainement servir de grenier à foin ou à blé. C'est dans les archives départementales que l'on va puiser les précieuses informations pour littéralement reconstruire le château, et comme l'aventure est familiale, les enfants sont mis à contribution. On y a cru parce que notre père nous a emmenés dans une espèce d'une entreprise où il nous projetait dans un univers, un peu fantastique, hein. C'est-à-dire qu'on se retrouvait projeté au Moyen-Âge et il nous proposait de reconstruire donc un bâtiment qui était classé monument historique. On savait que c'était une très très belle réalisation à venir, d'une très grande envergure. J'avais entièrement confiance en son projet. Aujourd'hui, le château se visite. Un festival de musique vient de s'y tenir. Le lieu est propice à des réceptions ou des séminaires. Et même si l'entretien du site demande des moyens importants, la passion s'est transmise. On a pris la relève au pied levé, si je puis dire, parce que mon père maintenant a 98 ans, donc a lâché son emprise sur le château. Donc on a pris la relève et on espère pouvoir continuer au moins jusqu'à son âge. Pour conserver la mémoire du lieu et de la région, le château recèle un petit musée. Il ne faut jamais oublier l'histoire. L'histoire est un élément qui nous permet de réfléchir. Le passé conditionne l'avenir. Actuellement, si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à l'histoire que nos aïeux ont connue, tout simplement. L'envie des propriétaires, faire de ce lieu un centre culturel et proposer des expositions. Et c'est la fin de ce journal. À suivre la météo et l'édition nationale. Très bonne soirée à tous et à demain.